Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premiers kilomètres ou dizaines de kilomètres, quelques dizaines aujourd'hui, au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques et mes impressions, mon ressenti après une semaine au volant. La voiture qui se trouve derrière moi est signée Cupra. Après l'essai de la Cupra Born, il y a un certain temps déjà, on essaiera d'ailleurs la version remaniée dans quelques semaines, eh bien me voici en présence de la Cupra Raval, une citadine 100% électrique de nouvelle génération, cousine technique de la Volkswagen ID Polo qu'on essaiera dans quelques semaines sur la chaîne. Autant vous dire que cet essai est très important. Je me demande ce que ça vaut cette voiture. J'ai eu l'occasion de la découvrir juste ici d'ailleurs lors d'un événement il y a quelques semaines maintenant et en statique, elle m'avait fait plutôt bonne impression. J'espère que ce sera le cas sur la route également. Alors, dans ce premier trajet, on va détailler un petit peu l'extérieur, le coffre, les places arrière, les places avant, le tableau de bord. Il y a pas mal de choses à dire. Et puis, vous allez vivre avec moi mon premier trajet au volant de cette voiture, de cette Cupra Raval. On commence avec l'extérieur. Premier trajet avec Coyote. À vos côtés sur la route pour votre premier trajet et tous les autres. Et à l'extérieur, pas de surprise, on reste dans les codes agressifs, les codes de la marque, du constructeur Cupra, avec ce logo couleur bronze, la couleur signature de la marque. On trouve du bronze également en insert sur les jantes et évidemment à l'intérieur, on verra ça dans un instant. Les lignes sont plutôt acérées et par rapport à sa cousine technique, la Volkswagen ID Polo, eh bien les lignes, les différences sont bien marquées et ça c'est plutôt sympa. Cette voiture a donc sa vraie personnalité. De profil, voilà ce que ça donne. On remarque la trappe pour la recharge qui se trouve à l'avant du côté droit et puis les poignées de porte qui sont, vous le voyez, escamotables. À l'arrière, là aussi, c'est très agressif avec ces déflecteurs en partie inférieure, le logo Cupra juste ici au centre et puis la marque qui s'écrit en grand sur le haillon. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à l'extérieur de cette Cupra Raval. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et l'un des points forts de cette voiture, c'est son coffre. On va l'ouvrir alors de manière manuelle, ça se passe par ici. Jusque-là, en apparence, c'est sympa, mais rien d'extraordinaire. Avec côté pratique, un petit crochet à droite ici, un petit crochet à gauche également, une alcôve de chaque côté, une banquette arrière fractionnable 60-40, mais le plus intéressant se situe sous le plancher. Alors regardez ça, je ne sais pas si on s'en rend bien compte au niveau de la caméra, mais ce sous-coffre, il est juste énorme, il est gigantesque. On va pouvoir caser pas mal de choses à l'intérieur. Je vous donnerai les chiffres précis par rapport à la capacité du coffre dans le grand essai, évidemment, qui sortira dans quelques jours. Mais c'est l'un des gros points forts de cette voiture, la capacité de son coffre qui met une claque à la concurrence. C'est une évidence. Pour prendre place à l'arrière, on aurait pu s'attendre à une petite poignée de porte cachée ici. Pas du tout. On est sur la même poignée ici à l'arrière. Alors j'ai réglé le siège avant pour moi, pour mon 1m90, mon 1m90, sans faire de compromis. Donc je l'ai réglé exactement comme j'aimerais qu'il soit pour avoir une conduite, une position de conduite optimale. Qu'est-ce que ça donne à l'arrière? Eh bien regardez, cette voiture, c'est une petite voiture, c'est une citadine et pourtant ça passe tout juste. Alors je serai certainement plus confortable si j'écarte les jambes et que je mets les genoux de part et d'autre du siège avant, pour être tout à fait honnête. Mais ça passe. Voilà, ça passe. Il y a des voitures dans lesquelles ça ne passe absolument pas, où je n'arrive pas à mettre soit les genoux, soit les pieds. Ici, les genoux comme les pieds, eh bien ça passe. Je peux les glisser sans problème en dessous du siège avant. Alors je vais pas traverser la France dans cette voiture installée comme ça, mais je peux faire certainement quelques dizaines de kilomètres absolument sans problème. Et puis je rappelle que là, on est dans une situation un peu extrême, 1m90, 1m90 devant et derrière, dans une citadine comme celle-ci. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et puis, comme je le dis toujours, si vous avez des besoins spécifiques en matière d'espace disponible à l'avant et ou à l'arrière, si vous êtes plutôt grand dans la famille, allez toujours faire un test en concession. Ne vous fiez pas à ce qu'on peut voir sur Internet parce qu'une corpulence n'est pas l'autre. Et donc, allez faire un tour en concession, en famille, allez voir si ça vous convient parfaitement. C'est la seule manière de savoir si ce critère pour vous est important, de savoir si ça vous convient. À part ça, à l'arrière, on a un plancher qui est parfaitement plat. Et puis, je vois déjà des petites prises, des prises USB-C ainsi qu'un petit vide-poche. Il y a des poches aumônières également à l'arrière des sièges avant. Bref, ça s'annonce plutôt bien. Les sièges sont très beaux également. Là, on va filer à l'avant, découvrir le tableau de bord de cette Cupra Raval.
Voilà, j'ai retourné la voiture histoire d'être moins gêné par le soleil, que vous puissiez voir le mieux possible ce qui constitue l'intérieur de cette voiture. Alors on l'avait déjà vu dans la petite présentation statique, l'intérieur il est plutôt convaincant. On est bien sûr dans du Cupra, on est dans des inserts bronze, on est dans des effets un petit peu peau de serpent, etc. Ce à quoi la marque nous a habitués, mais les assemblages sont de très bonne facture. On a du plastique moussé ici en partie supérieure, on a ce petit effet peau de serpent qui est sympa. Et puis entre les sièges, on a ici des parties moussées également. Ça c'est très agréable hein, quand on voyage avec le genou posé ici sur la console centrale qui est plutôt étroite, donc pas trop encombrante, avec de la recharge par induction ici. C'est bien fini, on n'a pas de plastique brillant, on a du plastique mat ici, ça donne très très bien. Et même si ici, bien sûr, on a des plastiques durs, tout ça propose un aspect qui est plutôt qualitatif, ça fait solide. Je trouve ça vraiment sympa, on a fait un bond en qualité. Et puis là où on fait un bond en qualité, mais surtout en ergonomie, c'est au niveau du volant. Regardez ce volant, il est vraiment très très beau avec de vraies touches qu'on retrouve maintenant chez Volkswagen. Ça c'est génial. Ils ont compris, voilà, que les consommateurs, les automobilistes, ils n'avaient pas forcément envie des touches brillantes, sensitives, etc. à retour haptique. C'est casse-pied et on préfère largement des vraies touches ici. Qu'on peut manipuler sans toucher, sans quitter les yeux de la route. C'est nettement plus pratique, c'est plus ergonomique, c'est très sympa. Et ce centre de volant est très beau également. Dites-moi là aussi ce que vous en pensez. Les modes de conduite ont leur bouton directement sur le volant également. Et puis on a un écran instrument là derrière, un grand écran instrument. On n'est plus sur le petit écran qu'on avait avant dans le groupe Volkswagen. On est ici sur un grand écran, ça fait plaisir. En matière de grand écran, on a l'écran central d'infodivertissement. Alors je viens déjà de le manipuler un tout petit peu, notamment pour changer la radio. Et j'ai vu que ici au-dessus, notamment, regardez, quand on appuie, il y a un petit effet d'enfoncement, voilà. Ça simule le fait de pousser sur une touche. Je trouve ça vraiment rigolo. C'est des petits détails, hein, mais c'est assez sympa. Et regardez le menu favori, par exemple, ici. Voilà, c'est joli, c'est un beau menu, c'est très beau, c'est très cohérent par rapport à la voiture également. Je suis vraiment conquis. Je trouve ça vraiment très très bien. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Voilà, franchement, ça démarre très très bien. Je suis ravi de prendre le volant de cette voiture pendant une semaine. Et vous allez vivre avec moi donc ce premier trajet. La batterie est chargée à 99%, 99% et elle annonce 390 km d'autonomie. La recharge est réglée jusqu'à 80% puisque c'est ce qui est recommandé par le constructeur sur cette version. Allez, j'installe les caméras et on est parti pour ce premier trajet. Voilà, je suis installé, position de conduite idéale, définitivement j'adore ce volant, ça fait très très qualitatif, je suis vraiment bien positionné, je me sens bien dans cette voiture. J'ai introduit l'adresse de ma première destination dans le système d'infodivertissement, dans l'application Coyote que j'utilise pour m'assister sur la route. Et nous sommes à 39 minutes de mon point d'arrivée, 38 km à parcourir. Et alors je viens de remarquer quelque chose de très sympa. On a bien sûr Apple CarPlay, Android Auto sans fil, on a la recharge par induction, mais on a ici, et c'est très malin, un petit support si vous n'avez pas envie de recharger votre téléphone par induction, mais vous préférez le faire avec le câble, eh bien il y a un petit support ici pour l'avoir de manière assez verticale, donc pas couché sur le pad de recharge, et vous avez un petit trou qui permet de faire passer le câble de la prise USB-C vers le dessous du téléphone. C'est vraiment super bien pensé. Le téléphone est bien maintenu et il recharge, pas par induction, mais il recharge vraiment. Bon, je suis pas adepte vraiment de la recharge par induction parce que ça chauffe en général plus que ça ne recharge, sur certains téléphones en tout cas. Et ici, je trouve que c'est vraiment très très bien pensé, c'est très sympa. Double porte-gobelet, j'ai mis les clés, le portefeuille, etc. Et puis le commodo de droite avec D et B. Alors, soit D, soit B. On a un petit très Cupra quand on passe les vitesses, ou en tout cas quand on sélectionne un sens de marche ou l'autre. Là, on va se remettre sur D. Sur D, j'imagine que la voiture ne s'arrête pas effectivement. On va repasser du coup la marche arrière. Et on va tenter le B, en espérant que là, ça aille jusqu'à l'arrêt complet. Le frein est très mordant, hein. Ça freine fort. Et si je passe maintenant en B, j'accélère, je lève le pied, et là la voiture ralentit très très fort, et elle s'arrête. Donc on a une conduite à une pédale qui va jusqu'à l'arrêt complet,
pour peu qu'on soit en B. Alors le petit bémol, je pense, c'est que par défaut, si je bascule une fois le sélecteur de sens de marche vers l'avant, je pense que d'office, elle va sélectionner D et pas ce qu'on aurait sélectionné précédemment. Donc si on quitte la voiture en B, elle va pas resélectionner B, je pense. À vérifier, mais je pense que ça se passe comme ça. C'est peut-être ça le tout petit bémol. On doit systématiquement, si on veut le B, basculer 2 fois le levier. Et je vois que via les palettes derrière le volant, on a de la récupération d'énergie sur 2 niveaux, me semble-t-il. A priori, si on est en récupération 2 et en B, on va jusqu'à l'arrêt complet et on a une récupération qui est maximale. C'est comme ça que je préfère la récupération d'énergie. Donc jusque-là, tout va bien. Voilà, c'est parti. On va à gauche. Alors moi qui ai roulé pendant 2 semaines avec le Mercedes GLC, ça me fait un peu bizarre de me retrouver dans un petit véhicule comme celui-ci. Mais alors d'abord, j'ai de la place. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis... également, c'est quelque chose de très nerveux. C'est plus joueur, évidemment, que le Mercedes GLC. Et donc, je suis assez content de me retrouver dans cette voiture. J'ai le sourire, en fait. Cette voiture me donne le sourire, ce qui est plutôt agréable. Je sens que ça va être une voiture à conduire. Et ça, c'est gai. Au niveau des suspensions, c'est assez ferme. C'est pas trop ferme. En fait, c'est suffisamment ferme pour avoir ce petit côté joueur, ce petit côté sympa. Mais c'est pas trop ferme, donc c'est pas inconfortable. Encore faut-il se rappeler que j'arrive du GLC, hein, donc voilà. Il faut remettre un peu les curseurs à zéro. D'où l'intérêt du grand essai, hein, qui va durer 1 semaine et pas une trentaine de minutes. Où là, pendant 1 semaine, j'aurai bien l'occasion d'avoir cette voiture dans les mains et de pouvoir vous dire, comme dans chaque grand essai, ce que j'en pense après plusieurs centaines de kilomètres parcourus et pas quelques dizaines. Là, par exemple, vous voyez, je baisserai bien un petit peu le dossier très légèrement, voilà. Je ne sais pas ce que ça va changer à l'arrière en matière de place disponible et ça, vous le saurez dans le grand essai. Là, je lève le pied et on a une récupération qui est très intuitive. J'adore ça. J'adore ça. Alors, inévitablement, à un moment donné, voilà, ça arrive maintenant, au moment où j'en parle, j'ai le petit bip de survitesse qui retentit. C'est limité à 30 km/h, je suis à 32, 34. Et donc, elle est pas contente. Alors, comment faire pour les couper ? Une touche sur le volant, je ne pense pas. Si vous avez un raccourci sur le volant, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pense que ça va plutôt se passer au niveau des raccourcis ici au-dessus. Voilà, on a ici celui-ci qu'on peut désactiver. Ça va couper tout ce qui est vitesse. Voilà, survitesse, changement de vitesse, etc. Est-ce que les alertes de franchissement de ligne et l'alerte d'attention sont bien réglées ? Moi, je préfère un système qui est bien réglé et qu'on n'a pas à supprimer, plutôt que de devoir tout supprimer pour supprimer parce que c'est mal réglé, et finalement de plus pouvoir en bénéficier. C'est vrai que l'alerte de franchissement de ligne, on peut en avoir besoin à un certain moment, hein, si il y a une petite somnolence, etc., l'alerte de somnolence, d'inattention également, on peut en avoir besoin, mais dans des vraies situations, et pas de manière permanente, dès qu'on a un œil qui bouge, hop, alerte surveillance du conducteur. Non, ça c'est casse-pied, du coup on a envie de tout supprimer. Idem pour l'alerte de franchissement de ligne, sur beaucoup de voitures, la plupart du temps des voitures chinoises, dès qu'on n'est pas au centre de la voie de circulation, dès qu'on va un petit peu sur la gauche comme ça, bip 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 bip, ça sonne, c'est insupportable. Ça veut dire qu'on les coupe, alors qu'en fait, elles sont là pour une bonne raison, ces alertes. Donc c'est un peu dommage. Ici, vous voyez, voilà, je me balade sur la voie de circulation. J'ai pas d'alerte intempestive tant que je reste sur la voie de circulation, même si je ne suis pas parfaitement au centre. Ça n'a pas de raison de biper. Ah là, je viens de regarder un petit peu le menu climatisation et la voiture me rappelle à l'ordre. Attention, faut regarder la route. Ok. On peut considérer que c'était à juste titre. Voilà, on va monter sur l'autoroute. Alors derrière un camion, c'est pas la situation idéale, mais c'est pas grave. On va pouvoir tester le régulateur de vitesse, la conduite assistée. Si on y a droit sur cette voiture, on va voir ça dans un instant. Et j'active le régulateur de vitesse adaptatif et même, oui, la conduite assistée, puisqu'on a le centrage sur la voie de circulation. Là, on peut régler la distance par rapport à la voiture qui précède ici. Et la distance était sélectionnée sur la plus courte. Donc, a priori, c'est un réglage qui reste en mémoire. C'est très bien. Est-ce qu'on a un volant capacitif sur cette voiture ? Pour rappel, volant capacitif, ça veut dire qu'il ne faut pas rappeler à la voiture qu'on est là en permanence. Le simple fait de poser les mains sur le volant, la voiture sait qu'on est là et elle ne vous rappelle pas à l'ordre. Alors que quand le volant n'est pas capacitif, il faut de temps en temps agiter le volant pour dire « oui, je suis là », ce qui est un petit peu casse-pied.
Ici, reprenez le contrôle, je dépose le bout des doigts sur le volant et l'alerte disparaît. Ça veut dire qu'on a en plus un volant capacitif. C'est vraiment très très bien. Très très bien. Un petit bémol quand même, à 120 km/h, 122 là en l'occurrence compteur, c'est pas vraiment un sifflement, c'est plutôt un bruit d'air, un bruit de vent. C'est pas rédhibitoire, mais voilà, il y a un petit bruit de vent là par ici sur la portière. Là, je quitte l'autoroute. La voiture, en étant en conduite assistée, me rend la main gentiment pour que je puisse changer de bande. Elle n'essaye pas de garder la main. Et là, je vais quitter l'autoroute complètement. Et donc, je vais mettre cancel. Voilà. Du coup, elle va se mettre à freiner. Va-t-elle freiner suffisamment pour que je n'ai pas à pousser sur le frein au bout de la sortie puisque j'ai un angle droit? Eh bien oui, voilà. Parfait. Franchement, c'est génial. Et là, je réaccélère gentiment. Voilà. Super. C'est très bien calibré. On peut réaccélérer. Alors jusque-là, j'étais pas sur l'autoroute. J'avais une consommation moyenne après une dizaine de kilomètres dans les 15 kWh au 100. Là, on est passé par l'autoroute. On est sur du 16,9. Ah, on a l'alerte d'angle mort qui est en fait dans la portière. Alors ça, c'est original. Donc l'alerte d'angle mort, si vous le voyez avec la caméra ici, c'est ici en fait. C'est le prolongement du bandeau lumineux ici. La partie, l'extrémité à droite ici, à gauche là-bas. Et c'est ça qui devient orange et qui est l'alerte d'angle mort. Alors en matière d'éclairage, il y a beaucoup de choses à dire sur cette voiture, puisqu'on a un éclairage par projection sur les portières qui est absolument innovant. On aime ou on n'aime pas. Personnellement, je trouve ça un peu kitsch, mais voilà, c'est assez surprenant. Et j'aurai l'occasion de vous montrer ça durant cette semaine d'essai. Donc dans le grand essai, ne manquez pas ça, je vous ferai un détail de ce qu'on peut obtenir en matière d'éclairage dans cette voiture. Vous verrez que c'est très convaincant. Et là, le feu passe au rouge, je dois freiner et le freinage est extrêmement mordant. Ça, c'est une bonne nouvelle également. Je viens de regarder en matière d'aide à la conduite, on a bien la totale, c'est-à-dire la conduite assistée, le travel assist comme on l'appelle chez Cupra, chez Volkswagen, mais également le régulateur de vitesse adaptatif simple, donc sans le centrage sur la voie de circulation, donc les deux ensemble font la conduite assistée. Et puis on a le limiteur de vitesse, c'est vrai que dans pas mal de voitures maintenant le limiteur il a un peu disparu, et bien ici il est toujours disponible, donc c'est la totale. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce premier trajet. Dans quelques minutes, j'arrive à destination. Alors si on fait un petit point sur les plus et les moins, des plus, il y en a pas mal. La ligne qui est sympa. Après, on aime ou on n'aime pas le style Cupra, mais je trouve que c'est une voiture qui ne ressemble pas à sa cousine, la Volkswagen ID Polo qu'on essaiera dans quelques semaines, et c'est déjà très très bien. J'en connais dans les cousines techniques qui se ressemblent honnêtement plus que ça. Je pense par exemple à la Renault 5 et à la Nissan Micra. Ici, c'est pas le cas. L'intérieur est très sympa. Il y a une impression de qualité quand même à bord de cette voiture. On reviendra sur les aspects éclairage innovant. Ça, ce sera dans le grand essai à la fin de cette semaine d'essai. Et puis, concernant les points positifs toujours, on a le comportement. On a une voiture qui est très joueuse, c'est gai à conduire, c'est chouette au volant, ça donne le sourire. Volant avec des touches, c'est très ergonomique, que ce soit au niveau du volant ou au niveau du système d'infodivertissement. Donc ça, c'est très très bien également. Les sièges très confortables, sièges, je pense, qui sont optionnels. On fera le point là aussi dans le grand essai. La conduite assistée fonctionne très très bien. Si je dois noter des petits bémols, il y a le côté positif également de ce support téléphone qu'on peut brancher par le dessous au câble de recharge, très bien également. Si je dois noter des petits bémols, alors qu'est-ce que je peux dire à ce stade? La conduite assistée fonctionne bien et la conduite à une pédale également. Par contre, pour avoir le mode B qui permet la conduite à une pédale, on doit aller 2 fois vers l'avant avec le sélecteur de sens de marche, et ça, je pense que ça ne reste pas en mémoire d'un trajet à l'autre. Donc la fois suivante, vous devrez le faire de nouveau 2 fois. Ça, c'est un premier petit bémol. C'est pas grand-chose, mais c'est à signaler. Et puis ce petit bruit aérodynamique au niveau du vitrage de la portière conducteur ici. Voilà, là je l'entends évidemment parce qu'il n'y a pas de bruit dans la voiture. Voiture qui d'ailleurs est plutôt bien insonorisée au niveau des bruits de roulement notamment. Et j'ai pas mis la musique évidemment puisque je vous parle. Et donc j'entends ce petit bruit aérodynamique à partir de 80, 90 km/h, 90 km/h. En dessous, on ne l'entend pas. Au-dessus, on l'entend un petit peu plus, avec davantage dans ce cas-là de bruit de roulement puisqu'on est à haute vitesse. Mais voilà, je dirais c'est ces 2 petits bémols, le mode B
et le petit bruit aérodynamique, c'est pas grand-chose. Cette voiture a donc pas mal de qualité et j'espère que cette semaine, elles vont se révéler encore davantage. Cette semaine, je risque également, après quelques centaines de kilomètres, de déceler d'autres petits défauts et je ne manquerai pas de vous en parler évidemment dans le grand essai. N'hésitez pas à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Et la prochaine, ça risque bien d'être le grand essai de cette Cupra Raval, petite Cupra Raval, mais comme on dit, grande par le talent, semble-t-il en tout cas. Voilà, je ralentis parce que l'écran flash, c'est l'application Coyote, c'est très visible, très pratique. Ça veut dire que j'étais juste au-dessus de la limitation de vitesse à 50 km/h et comme il y a un radar juste là, on lève le pied. On lève le pied, soyez prudents évidemment sur la route et puis on se retrouve dans quelques jours donc avec le grand essai de cette Cupra Raval. Merci de votre fidélité et à bientôt.